Bienvenue dans Game Changer, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui réinventent les règles du jeu dans leur domaine. Nous sommes Fanny et Alexia, fondatrices d'Arcane Experience. Notre métier, c'est de faire du jeu un outil de communication au service des enjeux de nos clients. Nous créons des expériences interactives pour permettre aux équipes de dialoguer, collaborer autrement et transformer les organisations. C'est cette quête de nouvelles règles qui nous a donné envie de tendre le micro à des personnalités audacieuses pour nourrir notre réflexion et la vôtre. Prêt à jouer ? C'est parti. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Changer. Je suis Alexia Diessoto. Et je suis Fanny Dotzenberg et aujourd'hui on accueille une amie, Susanna Derage. On a beaucoup de points en commun. On a notamment repris les bancs de l'école il y a à peu près 2 ans maintenant. On a toutes les deux aussi des origines franco-allemandes. On s'est rendu compte qu'on avait aussi beaucoup de points communs dans notre travail qui sont assez similaires, bien que pourtant différents. Susanna, tu es directrice de l'agence de production audiovisuelle Zebra Productions. Tu es une ancienne aussi présentatrice et rédactrice de la chaîne d'info Arte. Mais aujourd'hui, c'est pour encore une autre casquette qu'on t'accueille aujourd'hui, puisque tu as fondé l'association Lumière sur l'info, qui vise à débunker les informations et l'actualité et sensibiliser aux fake news. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était sensibilité aux fake news. Maintenant, c'est devenu une association qui enseigne l'éducation aux médias. Donc, il y a un côté positif. C'est-à-dire, au début, on n'était que dans ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on essaye d'aller dans quelque chose qui va et de créer quelque chose qui va bien. Alors, Susanna, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour de ton parcours, ta mission, ton job, qu'on fasse le grand tour pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, on va commencer d'abord par ton parcours, parce que je crois qu'il est important. Donc, Susanna, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Voilà, je m'appelle Susanna Derage, donc c'est un nom d'origine allemande, comme disait Fanny. Je suis journaliste de formation. Voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai grandi dans un tout petit village en Allemagne du Nord, dans une famille qui n'avait aucune relation, mais aucune, avec le monde médiatique. Ce qui veut dire que j'ai dit ça parce que c'est possible en fait d'intégrer ce monde. Parce que beaucoup de gens croient qu'il faut avoir des relations, il faut être fils d'eux ou fille d'eux, etc. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ça peut aider, mais moi je suis un contre-exemple, je ne connaissais personne et j'ai fait mes études donc du coup à Montpellier en France, après une école de journalisme en Allemagne et après j'ai travaillé pour l'agence France Presse, mais pour le service allemand, donc germanophone, qui m'a envoyé à Strasbourg. Et à Strasbourg, j'ai commencé à travailler pour la chaîne de télévision Arte, qui m'a embauchée. Et j'ai fait donc du coup différentes jobs, je dirais différentes professions au sein de la chaîne Arte. Donc rédactrice au desk, ça veut dire que travailler avec des informations et des images qui viennent de l'extérieur par des agences, comme par exemple l'AFP. Et après, j'ai eu un poste de rédactrice en chef à Paris, dans un bureau qui livre donc des informations à la centrale qui se trouve à Strasbourg pour les émissions d'information. Voilà. Et après, j'ai présenté aussi à un moment donné le journal. Il y avait un journal à midi. Et après, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Zebra Productions. En fait, à l'époque, pour réaliser des reportages un peu plus longs, parce que j'avais fait beaucoup de reportages télé pour les informations. Et les informations chez Arte, c'est déjà assez long, c'est-à-dire qu'on peut faire des reportages de 2 minutes 30, mais 2 minutes 30, en fait, c'est vite passé et je suis assez bavarde, je crois que j'avais envie... Non, mais j'avais envie de raconter ou de montrer des choses un peu plus dans la durée. Voilà, donc de faire des films plus longs. Et ça, c'était le début de Zebra Productions, donc des films documentaires. Et voilà, et après est arrivé tout un travail sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le journalisme ? Ah oui, bonne question. Mais je suis née 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et dans ma famille, on m'a transmis que les nazis étaient arrivés aussi à
à cause de la propagande, en fait, de la possibilité déjà à l'époque et sans réseaux sociaux, de fédérer d'énormes masses de personnes autour d'idées, mais totalement tirées par les cheveux. C'est-à-dire que des idées fausses, haineuses, folles, et auxquelles des stades entiers de personnes adhéraient en hurlant. En hurlant des slogans de propagande nazie. Et c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire que, moi, j'étais dans un petit village mignon, avec des personnes extrêmement sympathiques, une petite communauté qui était très bien. Et quelque part, je savais qu'il y avait des anciens, parce que en fait, mon père me mettait en garde, qu'il y avait des anciens qui étaient des nazis et qui d'ailleurs étaient toujours des nazis en fait. Et pourquoi ? Comment arriver à une telle logique de haine ? Et donc, la désinformation, là-dedans, a joué un rôle important. Du coup, c'était pour moi, une profession extrêmement noble de participer au fait d'informer et de donner des informations vérifiées, de participer à comment on peut voir le monde. Mm-hmm. Comment on peut appréhender le monde. C'est intéressant parce que du coup, ça semble aussi être la jeunesse de Lumière sur l'info, du coup, à t'entendre raconter ça. Oui. Mais tout à fait, parce qu'en fait, j'étais au milieu, c'est une façon de dire, mais j'ai habité et j'ai travaillé là où les attentats de 2015 ont eu lieu. À l'époque, c'était dans la rue de la Fontaine-au-Roi, et il y a eu des morts, dans cette rue, parce qu'il y avait un des restaurants qui était touché par les tirs, lors des attentats du 15 novembre. Et Charlie Hebdo, attentat au mois de janvier, c'était à 10 minutes. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ce thème des attentats, donc l'islamisme radical, après Charlie. Parce que, en fait, la télévision publique allemande, la plus grande chaîne de télévision publique allemande qui s'appelle la WDR, m'avait demandé de réaliser un reportage assez long, mais avec des jeunes qui n'étaient pas réellement proches des personnes qui étaient les terroristes, mais qui peut-être, eux, pouvaient comprendre, expliquer comment on pouvait arriver à une telle logique de haine et à vouloir prendre des armes contre Charlie Hebdo. C'est comme ça que ça a commencé. Et alors, j'ai trouvé effectivement un groupe de jeunes qui tenaient un peu le mur dans une ville qui s'appelle Courcouronnes, en grande banlieue parisienne. Et en fait, j'étais arrivée dans cette banlieue parce que je connaissais l'imam, Khalil Meroun, qui m'a permis de rester dans la cour de la mosquée, de parler aux gens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce groupe de jeunes, parce qu'un de ces jeunes était allé un jour à la mosquée, puis on a commencé à discuter. Et effectivement, eux avaient une vision de la réalité qui était très, très loin de ma vision à moi. C'est-à-dire qu'ils pensaient effectivement que soit l'attentat chez Charlie Hebdo n'avait pas eu lieu, et c'était une invention. Carrément. Oui. Soit c'était un complot. C'est-à-dire il y avait ces deux, mais aucun de... C'était un groupe de peut-être d'une dizaine de garçons, entre 15 et 20 ans. Personne n'a cru ce que racontaient les médias comme, France Télévisions ou BFM d'ailleurs, parce que ils regardaient essentiellement la télévision, mais ils étaient dans quelque chose de parallèle, c'est-à-dire qu'ils avaient des informations sur leur téléphone. Et à un moment donné, ils m'ont demandé à moi ce que j'en pensais de ces informations, et je leur ai dit que je n'étais pas d'accord, que j'étais sûre qu'ils avaient tort. Et du coup, nos deux visions se sont affrontées. Mais il n'y a aucune conciliation possible. C'est-à-dire que... Et leur logique était complète. C'est-à-dire qu'ils pouvaient démontrer, ou ils avaient l'impression qu'ils pouvaient démontrer ce qu'ils croyaient. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, je vais peut-être essayer de leur montrer les sources de leurs informations à eux. Et j'ai trouvé que la source principale à ce moment-là, c'était un site qui s'appelle Alter Info, et qui était dirigé par une personne d'origine turque, donc musulmane,
très antisémite, mais aussi extrêmement anti-arabe. Et ce petit groupe de jeunes était composé essentiellement de garçons qui étaient d'origine maghrébine, donc arabe. Et alors, ils ont vu ça, c'est-à-dire que la source, donc le bullshit total concernant les Juifs, mais aussi un bullshit total concernant les Arabes. Et ils ont raccroché, je dirais, les wagons tout de suite. Ça, ils ont vu, et à partir du moment où ils ont vu, la réaction, c'était de dire, mais c'est un enfoiré. D'ailleurs, cette personne-là a été condamnée pour incitation à la haine un petit peu après. Eh bien oui, c'était un enfoiré. Il s'était fait enfumer, littéralement, par quelqu'un qui n'était pas du tout... qui faisait quelque chose qui est éthiquement pas bien du tout. Et les jeunes ont compris. Et c'est là que je me suis dit, en fait, en leur montrant d'où viennent leurs informations, je peux les persuader, mais sans rentrer en confrontation. C'est à eux de vérifier, et après, on en parle ensemble. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Lumière sur l'info, parce que en fait, ces mêmes garçons disaient aussi qu'à l'école, ce n'était pas possible, que c'était compliqué pour les professeurs, parce que c'était quand même des sujets qui étaient chargés de beaucoup d'émotions, et je pense d'ailleurs aujourd'hui qu'effectivement, les professeurs, c'est important de les former, et c'est peut-être possible, mais ce n'est pas possible si on n'a pas un bagage, si on n'arrive pas avec un certain bagage. Parce que sinon, on ne peut pas improviser sur ce type de sujet. Qu'est-ce que tu entends par bagage ? Un bagage, par exemple, justement ce bagage des sources. De se dire, d'avoir ce réflexe, de se dire, il y a quelqu'un qui me raconte quelque chose qui est vraiment invraisemblable, mais au lieu de simplement le contredire et d'argumenter, de rentrer dans une argumentation qui est un peu stérile, je peux peut-être aller voir d'où ça vient. Il y a quelques petites astuces un peu techniques, et après, je peux lui montrer. Ça, c'est déjà un petit bagage, mais qui fait que je dirais que l'intensité de la discussion, elle diminue. On n'est pas dans la confrontation. Voilà. On est vraiment on pose les faits. Voilà, on essaie de savoir ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire à l'autre, mais tu es un idiot, un culte, etc. On ne dit pas ça. On dit, tiens, où est-ce que tu as trouvé ça ? Est-ce qu'on peut regarder ensemble ? Et à vrai dire, ça vaut vraiment pour tout le monde. Depuis cette expérience, j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de personnes très, très formés, avec des diplômes universitaires, de ce qu'ils avaient sur leur téléphone. Et je dis, le constat, il est juste... ce ne sont pas des jeunes qui sont les plus mal informés. C'est-à-dire, ce sont même eux, je trouve, qui comprennent le plus vite d'où peut venir le problème et comment on peut y remédier. Ton groupe de jeunes a réussi à débunker l'info assez rapidement à partir du moment où tu leur as donné les clés. Exactement. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des boomers ? C'est la question. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont beaucoup plus têtus. Mais heureusement, un peu moins actifs. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, et statistiquement, je pense qu'on peut démontrer ça, que les fausses nouvelles, même dangereuses, circulent aussi parmi des personnes de ma génération, voire plus âgées. Mais ça a peut-être un petit peu moins d'impact parce qu'ils ne vont pas aller... si on parle de l'islamisme radical, ils ne vont pas aller chercher la Kalachnikov pour tuer quelqu'un. Alors que des jeunes de 18 ans, s'ils croient vraiment que c'est ça la chose juste à faire parce que ils ont la preuve, soi-disant preuve sur leur téléphone, ils vont vouloir prendre les armes. Et donc, du coup, ça devient dangereux. Mais bon, si on regarde après les élections, on peut quand même se dire que tout le monde vote. Ah oui. Et si toute la France, voire toute l'Europe vote sur la base d'informations complètement bidonnées, erronées, c'est quand même un problème. Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai une de mes amies qui a déménagé il y a un peu plus de 15 ans aux États-Unis, en Floride, et je l'ai vue devenir complètement complotiste, trumpiste. Et en fait, nous, avec notre prisme en France, ça reste très rationnel. On essaie d'expliquer pourquoi est-ce que les gens veulent voter Trump. Et puis d'ailleurs, on s'en est complètement... on s'est dit que c'était impossible parce qu'avec notre rationalité et notre point de vue sur les États-Unis, on se disait que c'était complètement impossible. Et en fait, en l'écoutant parler, je me suis dit, oulala, oui, en fait, il y a un monde de désinformation qui est à un niveau où, en fait, on ne peut plus se comprendre. Il n'y a plus de vérité partagée. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait que
que y avait un deep state par toute la sphère démocrate, que du coup Trump c'était le seul à pouvoir faire quelque chose par rapport à ça, que du coup il allait libérer les Américains, et en fait tu te dis ah oui mais en fait c'est pour ça que les gens ils votent Trump, c'est pas pour des raisons du tout rationnelles, ou c'est pas un vote de droite ou de gauche, c'est un vote de vérité. Il y en a qui ont une vérité et eux ils en ont une autre, et on est sur un combat de la vérité. Donc et là je me suis dit ah ouais, en effet il y a un monde où en fait on est sur un clivage qui est tellement énorme sur ce qu'on pense être la vérité. Et je n'avais absolument pas les clés dont tu es en train de parler pour pouvoir échanger avec elle. Et donc du coup moi je mets simplement fin au débat en disant écoute, il n'y a aucun moment où on va pouvoir se mettre d'accord ou trouver des points d'accord, parce qu'en fait on part pas sur les mêmes bases de vérité. Donc bon, changeons de sujet. J'essaie de garder mon ami, mais oui, c'est ça. Mais c'est peut-être déjà précieux effectivement d'essayer quand même de garder des liens, parce que sans lien, enfin, je sais que c'est très dur de garder des liens parce que ça rend un peu fou. C'est-à-dire que si l'ancrage un peu dans la réalité, je dirais presque physique, enfin, si on parle des platistes, en fait, ça paraît fou de croire que la Terre est plate. Mais ce qu'il faut peut-être comprendre, parce qu'entre-temps, donc, grâce à l'association, mais aussi à un film documentaire sur lequel nous sommes en train de travailler avec Zebra Productions, mais j'ai pu échanger avec des anthropologues, et en fait, nous sommes faits de façon, c'est-à-dire notre cerveau est fait de façon à ne pas trouver réellement si important que ça, si quelque chose est vrai ou pas vrai. Enfin, vrai dans le sens où ancré dans la réalité physique. Et en réalité, on a tous aussi des croyances qu'on peut mettre en question. Je veux dire, on aime tous un peu lire les horoscopes, même ceux qui n'y croient pas les lisent quand même. Il y a des personnes qui sont croyantes, et on ne va pas s'amuser, en tout cas pas moi, à leur dire ben non, enfin tu peux pas prouver que Dieu existe, donc du coup arrête tes bêtises. Enfin, je trouve que c'est moi personnellement je trouve ça très brutal et aussi complètement contre-productif. C'est stérile. Voilà, qui suis-je pour dire à l'autre qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est peut-être déjà de comprendre que pour beaucoup de gens, c'est une question d'identité, c'est pas une question de vérité. C'est-à-dire que je suis dans une bulle dans laquelle tout le monde pense comme moi, et nous avons tous besoin d'être rassurés. C'est très, très difficile de penser quelque chose à l'encontre d'un groupe. Donc, nous avons tendance à penser comme pense notre sphère, notre bulle. Et ces bulles, avec les réseaux sociaux, sont devenues extrêmement fortes. Et nous avons de moins en moins l'occasion, et ça, ce sont effectivement des recherches d'un anthropologue à Oxford qui s'appelle Tamas David Barrett, qui a travaillé là-dessus. Et son idée à lui, c'est de dire que on a de moins en moins l'occasion justement de rencontrer des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. C'est-à-dire que les fameux repas de famille pendant lesquels on s'engueulait parce qu'il y en avait un qui était pour telle formation politique et l'autre pour telle autre formation politique, ça devient de plus en plus rare. Et on est déjà dans notre bulle, on sort avec notre bulle, même dans les familles, on va éviter ceux qui pensent autre chose. Et le danger, il arrive à ce moment-là parce que ces bulles nous rendent extrêmement manipulables. Parce qu'on peut enfler, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre dans ces bulles des éléments qui sont en fait des armes. Parce qu'à la limite, tant que quelqu'un rêve, il rêve que la Terre est plate et pourquoi elle ne serait pas plate et puis ça serait joli si elle était plate. Bon. Est-ce grave ? Bon, on va dire qu'on ne va peut-être pas le nommer à la tête du ministère de la Recherche, mais c'est un côté, enfin, on peut se dire, ok, il y a des rêveurs. C'est poétique. Oui, il peut y avoir un côté poétique. Mais ça devient autre chose quand ça commence justement, comme tu disais, avec cette histoire de ce
complot, enfin cette histoire cette fantaisie de deep state, en fait, de complot, ça devient dangereux parce que du coup, j'imagine pas seulement quelque chose qui est peu probable et un peu poétique, mais j'imagine des ennemis, je dessine des ennemis. Et justement, c'est ça ce dont je parlais tout à l'heure. Les nazis, ils avaient commencé, et d'ailleurs, c'est la même chose pour d'autres génocides, c'est toujours d'abord dessiné dans la tête. Et c'est d'abord une idée que l'autre est l'ennemi et qu'il faut trouver cet ennemi. Et au bout d'un moment, il faut se débarrasser de cet ennemi, peut-être en l'expulsant, mais après, c'est en tuant. Donc, moi, je pense que là où il faut intervenir, où il faut faire très attention, c'est quand la fausse nouvelle devient une arme. Et actuellement, la fausse nouvelle est une arme. Enfin, voilà. Et c'est utilisé aussi de façon très, je dirais très... c'est très planifié. Ça. Les services secrets, par exemple, russes, savent faire ça à merveille. Ça, eux, ils connaissent, ils savent comment fonctionnent nos cerveaux, ils savent comment rentrer dans les bulles, ils savent comment amplifier une bulle et comment la rendre haineuse, en fait. Tu es peut-être juste rêveuse et au bout d'un moment, elle devient haineuse. Donc, tu as imaginé Lumière sur l'info comme un outil permettant aux gens d'aller justement, pas forcément casser cette bulle, mais en tout cas la questionner et s'assurer que, je ne vais pas dire on est du bon côté de l'info, mais presque en fait. Oui, on va chercher la vérité. Oui, en fait, chercher quelque chose qui est en tout cas une observation sincère. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut faire attention avec l'objectivité parce que je n'y crois pas trop. Je pense qu'il vaut mieux être sincère et essayer de dire d'où on parle. Et que l'image qu'on peut dessiner d'une réalité est composée de plein d'observations de personnes différentes. Donc, c'est toujours intéressant, d'ailleurs, de lire des journaux qui ne sont peut-être pas orientés exactement ou qui ne sont pas dans le même spectre politique. Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir des récits sincères. Des points de vue. Des points de vue. Mais pour moi, le mot sincère, c'est très important parce que je crois qu'on sent tous, par exemple, quand on va à une manifestation et on est d'accord avec la cause, on sent très bien qu'on a très envie de dire qu'il y a 10 000 personnes, même s'il n'y en a que 500. Mais on sent aussi très bien que ce n'est pas très sincère. Et je crois qu'en tant que journaliste, on peut aussi sentir que là, filmer 3 poubelles qui brûlent, alors qu'il y a 10 000 personnes, par exemple, qui sont tout à fait paisibles, on sent que ce n'est pas très correct. Et je pense qu'il faut retrouver ça, c'est-à-dire que cette sincérité avec soi-même et ce courage de dire, voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Et d'essayer de dessiner le monde qu'on voit de la façon aussi sincère que possible. Mais ça ne veut pas dire objectif, parce que quelqu'un d'autre verra quand même autre chose. Et c'est précieux. C'est-à-dire que, voilà, que 2 personnes ne voient pas exactement la même chose, c'est précieux. Oui, il faut faire la différence entre objectivité. Ce par quoi on résume les médias aujourd'hui, c'est un média se doit d'être objectif. Il ne doit pas avoir de bord. On sait que c'est faux. C'est faux, parce que sait que c'est faux. Ouais, dès qu'on regarde la réalité, on met forcément des grilles, rien que par le choix des sujets. C'est-à-dire qu'on va choisir plutôt s'intéresser à un sujet plutôt qu'à un autre. On va faire le portrait d'une personne plutôt que d'une autre. Donc l'objectivité, a priori, on voit quand même la différence entre l'humanité et les valeurs actuelles, normalement. Mais on en parlait en off avant ce podcast. Il y a aussi un sujet de par qui sont détenus les médias. Exactement. Et donc, ce qui fait qu'un média un journaliste, on va pas parler de médias, un journaliste ne peut pas être objectif dans la mesure où son média est détenu par une entité financière qui peut influencer ce média. Tu parlais du fait d'orienter les sujets, de choisir les sujets. Oui, alors moi je pense qu'en fait il y a une idée qui est de dire parce qu'un tel média est détenu par un tel groupe industriel, il va forcément jouer un peu les intérêts de ce groupe. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Parce que je pense que mes collègues journalistes, enfin, en tout cas la très grande majorité, ils tiennent à leur déontologie. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent travailler. Eux, ils veulent raconter le monde comme ils voient le monde.
Seulement, le problème, c'est qu'au niveau du spectateur, il y a quand même un genre d'incohérence. C'est-à-dire que le spectateur, quelque part, il sait, ah là, il y a un groupe d'armement, là, il y a, je sais pas, de la téléphonie, là, il y a du bâtiment. Et il ne sait pas quelle est la relation entre le propriétaire et entre celui qui, à la fin, raconte quelque chose. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit forcément, comment dire, excluant. C'est-à-dire que c'est une condition sine qua non pour raconter quelque chose qui reflète notre réalité que d'appartenir seulement à un groupe de presse. Mm-hmm. Mais par contre, je pense que c'est une difficulté s'il y a un autre propriétaire. Et cette difficulté, il faut la gérer. Il faut régler l'opacité. Il faut régler, et c'est-à-dire qu'il faut une transparence. Voilà. Il faut savoir pourquoi. On a envie de savoir pourquoi. Alors pourquoi tel groupe finalement a envie d'investir dans les médias et qui nomme qui, comment le rédacteur en chef arrive. Est-ce que le propriétaire du coup du groupe qui détient le média peut vraiment virer d'un jour à l'autre quelqu'un qui aurait ou qui a du pouvoir dans ce média. Donc ce sont des choses, à mon avis, qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut être transparent et pour que justement le spectateur il sait mais qui me parle. Il n'est plus à se poser de questions. Mais voilà. Surtout qu'en plus, a priori, il y a quand même des propriétaires qui ont la main un peu lourde sur leur implication dans les médias. Donc du coup, est-ce que ça vient pas justement mettre le flou sur un peu toute la sphère médiatique en se disant, bon, allez, tout le monde dans le même panier, que ce soit... Bolloré, Niel ou CMA, CGN, c'est la même chose, ou Kretinsky, et en fait, on ne sait plus du coup qui sont les bons et les méchants, comme on dit, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la place des journalistes par rapport à l'intention du propriétaire. Déjà, les propriétaires, ils parlent peu de leur intention. On leur prête des intentions. C'est pas, enfin, eux, ils sont un peu... ils sont difficiles à atteindre. Et on ne connaît pas leur relation. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent changer dans la société en investissant dans un média? Et moi, je pense que c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Après, il y a des médias qui sont détenus uniquement par des fondations ou même des entreprises, mais qui ne font pas autre chose qu'un travail médiatique. Tu vois, par exemple, Ouest France, c'est un grand groupe quand même, important aujourd'hui, et détenu par une association. Et si on lit les statuts de l'association, moi, je trouve ça absolument formidable. Et je trouve que ça se retrouve dans la façon dont travaille Ouest France. Et il y a quand même beaucoup de... Comment dire? Ouest France a du succès. Sans être sensationnaliste, en étant solide, voilà, dans la façon de donner des informations. Et ça veut dire quand même qu'il y a une demande aussi. Que le public ne réagit pas seulement à ce qui est sensationnel, à ce qui est clash, etc., mais qu'il y a autre chose qui peut exister. Et voilà. Tu as une vision aussi du rôle du journaliste. Oui. Quel est le rôle que doit avoir un journaliste pour toi aujourd'hui, qu'il n'a pas? Voilà. Alors pour moi, et ça, ce n'est pas d'ailleurs forcément lié aux propriétaires. Donc on a parlé des propriétaires. Donc ça, c'est un problème à gérer. Après, il y a un autre problème qui est que les réseaux sociaux ont rendu la circulation de l'information extrêmement facile et rapide. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup d'informations tout à fait véridiques sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a un avion qui tombe quelque part, très vite, on peut savoir où il est tombé, combien de morceaux, à la limite même le nombre de morts. Je pense que même des personnes qui sont des passants peuvent avoir des capacités à raconter cette histoire et le puzzle peut se faire très vite pour savoir ce qui s'est passé et de façon relativement fiable. D'ailleurs, Wikipédia est une illustration. Ce Wikipédia, il y a certaines informations par rapport à des personnalités qui sont là très vite et
très, très rarement, il y a des erreurs. Par exemple, si quelqu'un meurt, et donc quelles circonstances, etc. Enfin, en gros, 10 minutes après, c'est sur Wikipédia et ça marche. L'information s'auto-vérifie par le nombre d'apporteurs d'infos. C'est collaboratif. Voilà. Et bon, il y a d'autres problèmes, mais il y a une façon de produire l'information par une communauté de personnes qui, finalement, ne marche pas si mal que ça. En gros, pour savoir est-ce que l'avion est tombé ou pas, assez vite, on peut le savoir. Mais ça mène au fait que les journalistes se trouvent du coup dans un rôle où ils sont envoyés, par exemple sur une manifestation de paysans, de tracteurs, par exemple, pour raconter ce qu'on sait déjà. Donc, en fait, il y a un rédactrice en chef, qui a déjà toutes ces informations par l'agence France Presse, enfin par des agences, Reuters, mais aussi par tous ces bribes là qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Et alors, va donc demander aux journalistes qui étaient envoyés juste de remplir des cases, en fait. Et ça, moi, personnellement, je crois que c'est très dangereux, ça. Parce que si on envoie quelqu'un quelque part, sa plus-value, c'est sa sensibilité, c'est son sens de l'observation. Et je pense que c'est très important de ne pas lui demander de remplir des cases, mais vraiment de raconter vraiment ce qu'il voit et ne pas, déjà orienter le sujet complètement parce qu'on sait déjà qu'il y a 500 tracteurs. Alors, dans son champ de vision, il n'y a que 3. Moi, je préfère qu'ils me disent, bon, moi là, ici, je vois 3 tracteurs. Voilà, j'ai discuté avec un tel, il s'est passé ça, il s'est passé ça. OK. Et après, on peut avoir par voie d'agence, on peut avoir d'autres images qui disent, oui, bon, en fait, il y avait beaucoup d'autres tracteurs autour. Mais arrêtons, parce que là, je parle un peu pour le monde médiatique, mais arrêtons de demander à des collègues, notamment jeunes, d'aller quelque part et de raconter ce qu'on sait déjà. Mettons en avant de nouveau vraiment la curiosité. Si j'envoie telle personne, c'est parce que c'est sa curiosité qui m'intéresse. Et s'il raconte quelque chose que quelqu'un d'autre n'aurait pas raconté parce qu'il a été sensible à quelque chose de particulier, acceptons-le, parce que c'est ça sa plus-value. Exactement ce qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux. L'information est incarnée par les micro-influenceurs ou les influenceurs s'ils ont plus de followers. Mais en fait, ils incarnent l'information et ils donnent leur point de vue. On en revient à cette idée de point de vue. Et on en parlait juste avant d'enregistrer, mais tu as notamment cité le nom de Hugo Décrypte, qui a une grosse audience auprès des jeunes aujourd'hui parce que justement, lui et ses équipes incarnent l'information et il a une vraie valeur de crédibilité. J'ai déjà lu plusieurs fois dans les commentaires, je ne croirais cette information que si Hugo Décrypte le dit. Donc, on en est vraiment là, tu vois. Oui, parce qu'il a su créer la confiance. C'est ça. Après, il y a une petite, difficulté si c'est une personne qui crée la confiance. Donc, moi, personnellement, je préférais un monde où chacun a quand même un certain nombre de personnes, peut-être de préférence avec une formation journalistique, ça sert quand même à quelque chose d'avoir une formation. Mais à la limite, je dirais peu importe, mais un certain nombre de personnes dignes de confiance et qu'on a plaisir à écouter, à lire et à se dire, ah tiens, lui, il a vu ça comme ça. Ah oui, lui, il est allé là, il a vu ça comme ça. Parce qu'il y a un petit danger de dire, ah, il y a une personne qui connaît la vérité, parce que ça, il n'y a jamais une personne qui connaît la vérité. On en vient du coup un peu à ce qu'on appelle la crédibilité aussi, notamment dans les sources. Et ça, je crois que du coup, c'est un gros sujet sur lequel tu travailles avec Lumière sur l'info. Et justement, comment est-ce qu'on peut accorder de la crédibilité à une source ou pas ? Voilà, comment évaluer si une source est une bonne source? Je pense que le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce que la source raconte ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Souvent, oui, même un journaliste a bien besoin de gagner de l'argent. Mais est-ce que c'est uniquement pour gagner de l'argent ou est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres motifs derrière? C'est-à-dire que c'est vraiment le pourquoi. Le pourquoi et après, effectivement, le comment. Mais souvent, le pourquoi
engendre un comment. Oui. C'est-à-dire que si le pourquoi, c'est parce que je veux à tout prix combattre tel ou tel groupe dans la société, mais je vais trouver un commun qui est de raconter n'importe quoi sur ce groupe-là. Mais si mon pourquoi, c'est de dire je veux participer à un débat démocratique, c'est-à-dire que je veux donner les bases pour qu'après la décision démocratique, elle puisse se faire, voilà, mon comment, il va être influencé. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je regarde de près. C'est important que, en gros, que je ne dise pas de bêtises, que je ne grossisse pas trop le trait, que je vois un peu de tous les côtés. Voilà, donc c'est vraiment là, on vient à pourquoi une source émet de l'information. Et quelle est la place de l'IA dans tout ça ? Toi, dans la vision que tu as du monde journalistique et des infos en général, on sait que maintenant l'IA est omniprésente partout, on sait que ça crée des fake news, des deepfakes. Comment on peut pas lutter contre ça, mais en tout cas, c'est quoi les clés ? Pour moi, les clés, c'est que l'IA n'est juste aucune source. Enfin, ce n'est pas une source. L'IA ne fait que répéter et parfois, effectivement, assez brillamment parce que là encore, si je veux savoir est-ce que lors de tel événement, il y a eu, je ne sais pas, combien de personnes ont participé, comment est-ce que je peux trouver le compte-rendu. Voilà, l'IA peut être parfaite. Et c'est pas la peine pour moi de forcément chercher plus loin si l'IA me raconte ça. Mais l'IA ne peut pas raconter, n'a pas de sensibilité. C'est-à-dire n'a pas de discernement. Et moi, la plus-value pour moi d'un journaliste ou d'un influenceur, s'il travaille pour informer des gens, c'est le discernement. C'est vraiment d'aller voir avec ses yeux, mais avec ses oreilles, mais avec ses sens aussi. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas dites, mais on les ressent. Voilà. Et je pense que cette sensibilité humaine et ce discernement humain, mais il a plus de valeur que jamais. Parce que justement, l'IA ne l'a pas. Et est-ce que tu as des clés pour voir quand une information provient de l'IA, s'il y a des gens qui sont encore perdus sur ce qui vient de l'IA et ce qui vient pas de l'IA, en fait. Oui. C'est toujours... À part cette sensibilité, tu vois. Oui. Alors, c'est toujours... il faut regarder, est-ce que c'est signé ? Est-ce que c'est signé ? Est-ce que la personne qui signe est journaliste ? Et aujourd'hui, les journalistes, on les trouve quand même facilement. Ça implique de faire des recherches, c'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est relativement simple parce que c'est le nom, avec un nom d'un journaliste ou de quelqu'un qui signe un article. Alors déjà, une vidéo, un article, une publication, quelqu'un qui n'est pas signé. Alors moi, je dis déjà attention, parce que pas signé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait déjà pas qui l'a écrit. Et donc, la première chose, c'est qui ? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a une formation pour ça ? Ou quelles compétences ? Est-ce peut-être un médecin ou un chercheur ? Et après, dans quel contexte médiatique ? C'est-à-dire que quelle est la source médiatique ? Et là, c'est de nouveau la même chose. C'est-à-dire que, mais qui ? Et qui et pourquoi ? Que veut publier ou que veut telle publication ? C'est marrant parce que c'est exactement les mêmes méthodes que pour déjouer des cyberattaques. Voilà. Se poser des questions, en fait. Juste tout simplement, ne pas prendre pour acquis, se poser des questions et vraiment aller chercher la réalité. Voilà, c'est ça, être curieux. Et après, au bout d'un moment, on peut quand même identifier des sources qu'on trouve plus fiables que d'autres. Mais c'est se poser des questions. Ne pas tout prendre comme ça, juste parce que ça apparaît. Parce qu'on est tous un peu comme ça. C'est écrit ou c'est une vidéo. C'est tellement magique qu'on se dit, mais quand même, ça ne peut pas être complètement faux. Ouais. En même temps, c'était il n'y a pas si longtemps que tout passait par le prisme de la télé uniquement. Et du coup, je pense que c'est bien ancré le fait que, normalement, on nous balance pas n'importe quoi comme ça si facilement. Ouais. Donc, de changer ce prisme de ces évolutions si rapides, c'est vrai que ça nécessite de la formation. Et c'est peut-être plus facile, comme tu le disais au départ, chez un public jeune, qui est peut-être plus malléable aussi sur le fait d'avoir un éveil et une dextérité sur le fait d'aller chercher qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce qui l'est moins. Qui est ouvert à la sensibilisation aussi, je pense. Parce que le public jeune, il est ouvert il est encore dans la pédagogie. Donc, il est OK pour ça. Voilà. Il se
demande que ça, en fait. Ce qui est un public plus âgé et moins ouvert à la pédagogie. Oui, il ne veut pas avoir tort, non. Ah voilà, il ne peut... L'ego. Oui, c'est ça. Il y a déjà plus d'ego, alors que les plus jeunes, ils peuvent très bien se dire... je dirais, c'est relativement facile de dire... Voilà, si tu veux participer au débat démocratique, c'est quand même important que tes sources de tes informations soient fiables. Parce que sinon, tu vas baser ton opinion sur quelque chose qui est faux à la base. Alors du coup, ton opinion est complètement tronquée. Et cette logique-là, franchement, avec des jeunes de 15 ans, ils comprennent tout de suite. Ouais. Parce que ce qu'ils veulent, c'est participer. Ils veulent créer le monde de demain. Mais là, vous avez beaucoup de boulot avec Lumière sur l'info, mais j'imagine qu'avec les élections de 2027 qui approchent, vous allez devoir lever... Ne serait-ce que les municipales l'année prochaine. Ouais, Bah voilà, c'est ça, totalement. oui. Mais tout à fait, non, mais c'est tout à fait mais c'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant de donner les outils pour débattre. Parce que l'idée, c'est pas de dire il faut voter pour tel ou tel parti. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des outils qui permettent de participer de façon, je dirais, compétente à la façon dont la société se construit et trouve ses décisions. Mais je suis contente que toi, tu trouves ça passionnant et que tu sois si animée par ça, parce que moi, je vois ça comme une montagne à gravir. Je vois pas le bout de tout ça, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr, il y a beaucoup de travail, mais en même temps, apprendre à lire et à écrire, c'est difficile aussi pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Donc, du coup, je me dis, c'est juste vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Et puis, on a cette chance en Europe, mais à mon sens, il faut vraiment qu'on la saisisse. C'est-à-dire qu'en fait, on peut survivre à survivre déjà, je dirais, dans notre tête, mais peut-être à un moment donné, y compris peut-être physiquement, mais on peut survivre à ces attaques qui viennent un peu de toutes parts, ces attaques de la démocratie, si on renforce la démocratie. Et pour renforcer la démocratie, ça veut dire renforcer la capacité à débattre, à être en désaccord de façon paisible, à argumenter, à justement chercher des sources, chercher des arguments. Et moi, j'ai quand même l'impression que la jeune génération, elle a envie, et c'est à nous de leur donner aussi cette perspective. Ouais. Parce que mais quelle perspective terrible de dire oui, mais bon, de toute façon... Il n'y a rien à faire. Oui, il n'y a rien à faire. Voilà. C'est perdu d'avance. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est important aussi de travailler à un ou même plusieurs réseaux sociaux qui sont européens. Parce que je trouve qu'on est complètement on est un peu largué, c'est-à-dire qu'on est en train de légiférer par rapport à Meta, donc voilà, ou à TikTok. Mais c'est très difficile de légiférer par rapport à quelque chose qui est déjà installé, qui a quelque part une ADN, une façon de fonctionner. Et cette façon-là de fonctionner, elle n'est pas à notre profit. Elle est au profit soit de très grandes entreprises, les deux, d'entités politiques. Et on n'a pas choisi ça. Et là, moi, je ne comprends pas du tout comment on peut laisser des jeunes des ados pendant des heures, tous les jours. Enfin, les statistiques montrent que c'est plusieurs heures tous les jours pour beaucoup de jeunes. Par exemple, sur TikTok ou Instagram, mais peut-être encore plus TikTok, parce que je me dis, mais en fait, ça correspond en rien à notre philosophie. En rien, parce que nous, on ne veut pas que, par exemple, tous ces datas soient enregistrés quelque part. On ne veut pas non plus un réseau sur lequel, finalement, mon inconscient joue plus que ce que je fais consciemment. C'est-à-dire que seulement ce qu'on appelle le watch time, c'est le temps que je regarde, joue plus que ce sur quoi je clique consciemment. Ce qui veut dire que cet algorithme, il va me présenter des choses en sachant... parce qu'il trouve très vite... Il est très intrusif, il trouve très vite mon orientation sexuelle, il sait si je suis dépressive ou pas, il sait ce qui me plaît. Et tous mes choix conscients, par exemple, de dire consciemment, je veux regarder, je ne sais pas quoi, la natation, il va en tenir compte ou pas, beaucoup moins, voire pas du tout. Et nous, on ne veut pas de ça. Je pense qu'aucun parent ne veut de ça pour ses enfants. C'est-à-dire qu'un jeune qui a une tendance un peu anorexique, je crois qu'aucun parent
voudrait qu'on lui expose du coup des vidéos pour devenir complètement anorexique. Cette fameuse sphère dont tu parlais, de rester enfermé dans cette sphère de l'anorexie. Ouais, voilà, c'est ça, la bulle. Et du coup, je me dis, mais c'est vrai, c'est important de légiférer là-dessus, très, très important, mais c'est aussi très important de créer quelque chose à nous. Parce que mine de rien, ces réseaux sociaux, ils ont des côtés géniaux, parce que sinon, on ne sera pas tous là-dessus, il faut être honnête, on est tous là-dessus d'une façon ou d'une autre. Donc, ça veut dire que ça nous attire beaucoup et qu'il y a quelque chose de génial, rien que dans la façon dont c'est dessiné, dans les possibilités. Mais c'est pour moi inadmissible que nous, Européens, je sais pas, on est combien, je sais pas, 300 millions, je ne sais même pas combien on est, mais on est très nombreux et que nous, on n'arrive pas à créer, à mettre suffisamment d'argent sur la table et d'intelligence. On a tout, on a l'argent, on a l'intelligence, on a des entreprises en intelligence artificielle justement qui peuvent travailler là-dessus. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et quel serait l'impact d'un réseau social européen pour toi? Voilà, pour moi, par exemple, ce qui est très important, c'est d'influer sur les possibilités des algorithmes. C'est-à-dire que des algorithmes qui mettent en avant des clashs, moi, je pense que c'est éthiquement absolument inadmissible. Parce que nous, on ne veut pas une société de clash. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas une société dans laquelle on peut se dire des gros mots au lieu d'argumenter, même si on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est une question du choix de l'algorithme. Bah oui. Un algorithme peut tout à fait mettre tout en haut, parce que ça, justement, on sait le faire avec l'intelligence artificielle. Et puis, il peut mettre en haut des participations qui sont beaucoup plus argumentées et mettre tout derrière, les petits mots un peu vaches qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, les réseaux sociaux dont on parle de Meta, on parle de TikTok, qui sont régis par des entreprises américaines, chinoises en l'occurrence, des entreprises privées. Toi, tu imagines un réseau social européen qui pourrait être détenu par des entreprises privées ou par l'Union européenne? Ah non, oui, on regarde... Tu vois ce que je veux dire? Bien au problème, voilà. C'est ça, on retrouve le même problème. L'Union européenne n'a pas su créer un espace médiatique, encore moins que les États. C'est-à-dire que les médias que l'Union européenne a créés, donc il y en a plusieurs, mais à chaque fois, il y avait un lien extrêmement proche avec les instances européennes, ce qui fait que ces médias-là ne sont pas très crédibles. Ou sont vendus, comme d'ailleurs Euronews. Mais en tout cas, il y a cet espace, c'est-à-dire que dans lequel des médias peuvent se développer, n'a pas été prévu quelque part dans la construction de l'Union européenne. Parce qu'en fait, en réalité, dans ce cas-là, il faut contractualiser. C'est-à-dire qu'il faut dire, OK, c'est peut-être financé par l'Union européenne, au moins au début, le temps de trouver un modèle économique, mais les décideurs ne peuvent pas être de l'Union européenne. Et ça ne peut pas être, entre guillemets, un chantage aux subventions, du coup. Et c'est pas facile à créer, mais ça aurait été possible. D'ailleurs, une chaîne de télévision européenne aurait pu être créée, réellement européenne. Il y en a une qui est franco-allemande et qui fait des choses très bien, mais qui ne joue pas ce rôle d'être la plateforme de débat. C'est ça, il n'y a pas de liant entre tous les États de l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Et peut-être elle le deviendra, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais c'est le moment de le faire. Et par rapport à un réseau social, ou plusieurs, parce que c'est peut-être même pas un, il peut y avoir 2, 3 possibilités selon peut-être les âges ou la façon de fonctionner des uns des autres. Mais impossible que ça soit 0. Enfin, c'est un peu injuste parce que ce n'est pas complètement 0 parce qu'il y a quand même des tentatives, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais pas suffisamment impactant pour l'instant pour gagner vraiment un public très très vaste. Donc l'idée serait que ce soit une entreprise privée qui le fasse.
Ça peut être moi, je pense que le modèle, il peut avoir plusieurs modèles. Ou un groupe européen. Oui. Ou une fondation. Ou une fondation. Une fondation. Ça pourrait être une fondation, ça peut être une grande association ou une fondation comme pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne. Ça peut être l'Union européenne si c'est bien contractualisé. Ça peut être une grande entreprise privée qui se lancerait et qui, toujours pareil... Un groupe européen, tu sais. Ou un groupe européen, mais qui ouvrirait vraiment, enfin, qui serait transparent sur la façon de fonctionner. Il y a plein de possibilités. C'est pas les possibilités qui manquent, je pense. Je pense que c'est la faculté de projection. En fait, de se dire c'est possible et on va juste le faire. On va juste commencer quelque part. J'espère, spectateurs, auditeurs et auditrices, que vous voyez à quel point Susanna est game changer, mais on va rentrer dans le détail. Ouais, du coup, si on revient un peu sur l'association, c'est quoi, du coup, les principales activités que vous menez avec Lumière sur l'info ? Alors, il y a une activité, c'est des interventions dans les écoles. Donc, c'est des journalistes professionnels qui vont dans les écoles, mais avec une particularité qui est de partir de ce que regardent les jeunes réellement en termes d'information. C'est-à-dire que sur TikTok, là où ils sont. Donc, on va partir dans nos interventions sur sur une réalité de consommation de l'information pour aller aux sources et pour démonter ce qui doit être démonté, parce qu'il y a aussi des choses qui sont vues par le jeune public qui sont très bien. Et alors, par l'extension, c'est tout public, c'est-à-dire qu'il y a aussi des interventions dans d'autres institutions, y compris des maisons des EHPAD, ça peut vraiment être partout. On a une activité qui a démarré réellement cette année, qui s'appelle le Camion de l'info. Donc, c'est un camion avec des journalistes qui se sont relayés, qui a fait un tour de France en passant par des endroits qui sont un peu délaissés par les médias, en fait, où il y a peu de journaux, peu d'informations locales. Voilà, et donc qui était très intéressant parce que ça a apporté, j'espère, quelque chose au public, mais aussi aux journalistes qui, du coup, ont pu échanger avec un peu de temps avec leur public. Après, on a toute une production de vidéos qui s'appelle Trop Mytho, comme quelque chose qui est trop. Et mytho, donc un mytho, quelque chose qui est menti, donc en un seul mot, Trop Mytho, sur TikTok, Instagram et YouTube. Voilà, donc on critique les réseaux sociaux, mais pour l'instant, il n'y a que ça pour aller atteindre notre public qui n'est pas forcément toujours à l'école. Comme tu disais, on n'est pas manichéenne, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Voilà, c'est ça. On utilise les réseaux bon escient. Et d'ailleurs, on ne peut pas, même pour créer quelque chose de nouveau, il faut partir de ce qui existe. Donc voilà, on travaille sur les réseaux sociaux. Et après, on a des actions, comme par exemple une action qui s'appelle Au kiosque citoyen. C'est-à-dire que c'est une fois par an, des journalistes vont soutenir les kiosquiers qui, eux, vendent la presse, donc plurielle. L'idée, c'est de dire, il ne faut pas qu'un seul média, il n'y a pas une vérité. L'important, c'est de regarder les choses sous différents angles. Après, on a un concours qui s'appelle le concours Trop Mytho. Donc, alors, les vidéos Trop Mytho, les interventions dans les écoles. Et en fait, c'est un peu le lien entre les deux. C'est-à-dire, on invite des jeunes, et d'ailleurs aussi, on peut s'inscrire aussi en candidat libre, à fabriquer des vidéos Trop Mytho. C'est-à-dire qu'à aller voir de près des informations, voilà. Là, par exemple, on a créé une petite série de vidéos qui se passe dans les régions, qui s'appelle Trop Mytho tout terrain. Et dans cette petite série-là, il y a en fait deux jeunes qui sont devant la caméra, qui s'appellent Scotty Bernard et Maïssa Diawara, parce que notre idée, c'est de faire travailler ensemble influenceurs, enfin des jeunes, des présentateurs et journalistes. Et là, ces deux jeunes vont donc dans différentes régions de France, vérifier sur le terrain si l'image médiatique est complètement juste.
Donc, par exemple, les quartiers nord de Marseille, est-ce qu'il n'y a que de la drogue? Est-ce qu'il n'y a que de la violence? Ou est-ce qu'on peut trouver aussi autre chose? C'est génial. Oui, merci. Mais on pouvait trouver autre chose. Voilà. Donc, vous allez voir ça. Donc, Trop Mytho, tout terrain, voilà. Et alors, le concours Trop Mytho, c'est un concours qui invite des participants à créer de la vidéo. Donc, avec les moyens du bord, les portables, voilà. Donc, prendre la place de Maïsan et de Scotty, par exemple. Voilà, mais faire avec... En fait, alors, on a eu cette année, je pense, plus d'une centaine de participants, si je me souviens bien. Mais ils avaient fait des vidéos très... en fait, à leur façon, c'est-à-dire que c'est le fond qui est commun, c'est-à-dire de vérifier sur place. Mais après, la forme, elle est libre. Génial. Donc, certains élèves se sont filmés eux-mêmes et d'autres ne voulaient pas se filmer, donc ils ont filmé autre chose. Il y en a même qui ont fait des vidéos en stop motion, donc en animation. Voilà. Mais c'est cette interrogation, en gros, de la réalité, c'est-à-dire d'aller voir, d'aller vérifier, d'aller voir par soi-même. Et ces vidéos du concours, elles sont disponibles sur le site internet de Trop Mytho? Oui, alors elles vont l'être parce qu'il fallait les autorisations. Voilà, mais ça y est. Donc les vidéos vont être diffusées petit à petit. Alors, sur le site de Lumière sur l'info, mais aussi sur la chaîne YouTube Trop Mytho et sur les réseaux, enfin, sur le TikTok et l'Instagram Trop Mytho. On vous mettra tous les liens en description, pas de problème. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur les interventions, notamment dans les écoles. Déjà, c'est ouvert à quelles écoles? Est-ce que c'est collège, lycée, école élémentaire, primaire? Voilà, alors ça commence, je crois que les plus jeunes étaient au CP. Ok, super. Voilà. Et c'est jusqu'au bac. Mais même post-bac, il y a même des interventions aussi dans des BTS. D'ailleurs, il y a aussi des interventions, comme je disais, dans d'autres institutions, même en prison aussi. Vous pouvez faire des interventions dans les entreprises? Oui, tout à fait aussi. Voilà, tout à fait aussi. Et voilà, donc c'est assez vaste. Alors après, on a quand même les interventions s'adaptent au public. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter exactement la même chose au niveau de la complexité à un public très jeune ou à un public déjà bachelier. Oui. Et comment on fait pour vous faire intervenir dans l'école du village d'à côté, par exemple? Il faut aller alors là-dessus, il faut juste aller sur le Pass Culture. On trouve Lumière sur l'info. Et après, il faut suivre le processus. Et on intervient vraiment... on peut intervenir sur tout le territoire. Ok. Il n'y a pas... Et il faut... Je prends... Par exemple, on pense à tous les parents d'élèves. D'accord, qui auraient écouté ce podcast et qui se seraient dit ce serait génial que Susanna et ses équipes viennent intervenir dans l'école de ma fille. Ils prennent tes coordonnées, ils les donnent au directeur ou à la directrice de l'école, à la mairie. Comment ça se passe? Qui décide? Mais c'est les professeurs peuvent décider. Je pense qu'ils ont besoin de l'aval de la direction de l'école. Mais dans la mesure où Lumière sur l'info et sur le Pass Culture, je pense que c'est assez facile. Pour l'instant, ça n'a jamais posé de problème. Génial. Et voilà. Et il y a des petits budgets dans les écoles, normalement, justement, pour ça. Et ce serait cool que ça vienne des parents d'élèves, parce que c'est eux qui peuvent impulser. Oui, mais tout à fait, voilà. Non, et puis après, il y a aussi la possibilité de former des professeurs et la possibilité même aussi de faire des interventions auprès des parents d'élèves. Donc, vous formez les professeurs? Alors, on a commencé. Là, il y a d'autres associations qui sont un peu plus avancées, mais nous, on a toujours ce prisme de parler des réseaux sociaux. Plus particulièrement. Voilà. Et on l'a déjà fait et c'est quelque chose qu'on compte développer, mais aussi vis-à-vis des parents. Ouais. Parce qu'on pense qu'il y a aussi un fossé. C'est-à-dire qu'entre un fossé c'est comme si on n'était pas dans le même monde. Et alors, du coup, l'idée, c'est aussi de remettre tout le monde dans un même monde. De créer aussi le dialogue entre les enfants et les parents. Exactement. Par contre, Susanna, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais tu dors quand? Non, mais donc. Parce que Zebra Productions, avec lequel tu crées des reportages, des documentaires, et Lumière sur l'info aussi à animer. Oui, mais je ne suis pas seule. D'ailleurs, Lumière sur l'info, c'est une équipe, c'est une centaine de journalistes, c'est une équipe de direction. D'ailleurs, c'est un président maintenant qui s'appelle Damien Fleureau,
Voilà, et moi, je suis fondatrice, mais aujourd'hui vice-présidente. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un énorme plaisir de travailler en réseau et de sentir que, en fait, ces idées sont partagées et puis de voir l'énergie qui est derrière. Parce qu'il y a un vrai besoin aussi, je dirais, un besoin du côté du public, mais il y a aussi un besoin du côté des journalistes. Peut-être justement de retrouver l'essentiel du métier et de le faire partager. Et vous n'intervenez pas justement dans les écoles de journalisme ? Aussi. Alors, on travaille. oui. Mais on travaille avec des écoles de journalisme. Et là, on est en train de créer, mais ça, c'est le début, des cycles de conférences. Ça s'appellera Lumière Académie. Donc, avec une école de journalisme. Mais oui, bien sûr. C'est vaste. Mission revoir le paysage journalistique français. Mais pas seulement. Oui, pas seulement français. Parce que ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour moi là-dedans, c'est aussi de découvrir qu'il y a quand même des journalistes un peu partout qui ont quelque chose en commun. Quand on dit, nous par exemple, on demande aux journalistes qui font partie de Lumière sur l'info de s'engager sur la charte de Munich. Alors, la charte de Munich, ce sont certains principes de journalisme qui sont donc, on peut regarder sur Internet, charte de Munich, on trouve tout de suite. Mais des journalistes qui se sentent, qui respectent ces principes-là, mais il y en a partout. C'est en fait une communauté qui en réalité est très grande et qui est reliée par je dirais, une envie de faire quelque chose dans le fond. Donc il n'y a pas de raison en fait de ne pas partager avec d'autres ailleurs. Le fameux camion de l'info, quand il est arrivé à Marseille, il est allé de Boulogne à Marseille, et là, il y a eu un couple d'Australiens, des enseignants, et qui ont dit « Ah oui, mais c'est une super idée. Nous, on va essayer de prendre ces idées en Australie. Pour l'Australie, c'est très bien, on a le même problème. » Donc voilà. Et d'ailleurs, oui, aussi, un point important, moi je dis association de journalistes, mais c'est pas complètement vrai parce qu'on a aussi des enseignants au sein de l'association, on a aussi une avocate, on a aussi quelques autres professions et l'association, l'idée n'est pas d'être corporatiste et de dire oui, il y a que des journalistes qui peuvent justement dire comment on raconte le monde. Non, par exemple, les professeurs, c'est extrêmement précieux parce que eux aussi, ils racontent le monde et eux, ils sont en contact avec des jeunes. Donc l'idée aussi pour nous, c'est d'être une association qui n'est pas, qui n'est pas fermée, qui cherche aussi à intégrer, par exemple, aussi des scientifiques, d'avoir une réflexion commune sur comment est-ce que nous racontons le monde ensemble. Les différents points de vue, on en revient. Et les différents points de vue, voilà, c'est ça. Voilà, donc on ne va pas exclure, des personnes qui s'intéressent sincèrement, c'est toujours ce côté sincérité, sincèrement à comment faire au mieux pour raconter notre réalité aujourd'hui. Bienvenue. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et ces éclairages sur Lumière sur l'info. Pour clôturer nos épisodes de Game Changer, on aime bien finir par un petit jeu, parce que nous, c'est quand même notre métier aussi, et que ça permet d'avoir plus de billes sur qui tu es. Alors, l'idée du jeu, c'est qu'on va te faire 2 propositions et que tu dois choisir laquelle te correspond le mieux, le plus rapidement possible. Du tac au tac. Du tac au tac. D'accord. On peut pas perdre, si j'ai bien compris. On peut pas perdre, non. C'est juste par de la curiosité. Tu es plutôt thé ou café ? Café. En avance ou en retard ? Les 2. Roman policier ou à l'eau de rose ? Ah, policier. Road trip à l'aventure ou plage et cocotier ? Road trip. Paris ou Berlin ? Paris. Sortie expo photo ou bière au bar ? Bière au bar. Et Claire Chazal ou Léa Salamé ? C'est dur. Hein. Je les trouve excellentes toutes les 2. Ok, bon allez.
Petit joker. Eh ben merci Susanna pour cet échange. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à adresser aux éditeurs, aux auditrices Soyez curieux et prenez du plaisir à être curieux parce que c'est un énorme plaisir. Enfin, je trouve que le monde est beau. Voilà, je sais que c'est rare de dire ça, enfin aujourd'hui, mais moi je trouve que le monde est beau et il y a beaucoup d'histoires qui valent le coup d'être découvertes, d'être racontées, d'être vues. Et je pense qu'on se fait aussi beaucoup de bien à sentir cette curiosité qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres, tout simplement. Voilà, donc soyez curieux et amusez-vous. Merci. Moi, si je devais donner un mot de la fin pour cet épisode de podcast, ou en tout cas retenir un mot, c'est le mot sincérité. Je pense que c'est... j'ai aussi le mot ferveur qui me vient en tête, mais parce que c'est vraiment... c'est quand je te vois, je vois la ferveur. Mais, Merci. Merci pour cette sincérité dans cet épisode, pour cette ferveur dans ce que tu défends. C'était hyper intéressant d'avoir ce point de vue sur le monde journalistique parce que, en tant qu'ancienne attachée de presse, Fanny et moi, on était attachée de presse avant de faire le métier de game designer aujourd'hui. On a quitté le métier d'attaché de presse avec, je vais pas dire un peu d'animosité, c'est pas du tout le terme, mais de déception. En tout cas pour ma part, parce que quand on est attaché de presse, on a une autre vision des médias et en fait tu me redonnes foi en les médias. Donc j'espère que ça va continuer. Longue vie à Lumière sur l'info, à Tromito, à Zebra Productions, parce que sinon, voilà. Et merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Mais toi, Fanny ? Moi, ce que j'en retiens, c'est que on est quand même dans un gros bordel de médias où tout change en ce moment et où on n'a plus beaucoup de choses sur lesquelles se raccrocher et que on a besoin de renouer avec la confiance et la sincérité et que c'est ce qui va permettre de redonner une possibilité de dialogue, de recréer des ponts parce qu'en fait on se rend compte vraiment que l'information est une arme aujourd'hui et qu'on a besoin de se retendre des mains pour redonner plus de liens et du coup de vivre ensemble aussi tous ensemble. Donc merci pour ce super travail. Merci à vous deux. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller regarder le site internet de Lumière sur l'info, la chaîne YouTube de Tromito et tout le travail que Susanna et ses équipes font aujourd'hui pour débunker l'information. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, regardés, quoi que vous puissiez faire en parallèle et où que vous soyez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ces épisodes pour que le plus de personnes possible les découvrent. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode de Game Changer. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode de Game Changer vous aura plu. D'ici au prochain épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis en attendant, jouez, il y a tout à y gagner.